avec des riverains en colère, C'est catastrophique. des commerçants à bout de nerfs Tout ça, c'est fermé. Ça. et des opposants qui leur ont déclaré la guerre Là, on veut essayer de ramener de la prospérité dans la ville et de la sécurité surtout. à cause de leur politique lunaire. Ah, il y a une balancelle là, c'est surréaliste. Les maires écologistes exaspèrent autant qu'ils semblent dans la galère. Il faut vraiment que la mairie arrête tout ce qu'elle est en train de faire. Et à l'approche de ces nouvelles élections municipales, la vague verte de 2020 qui les avait vus conquérir de grandes villes françaises, à l'image de Lyon, Bordeaux ou encore Strasbourg, est déjà un lointain souvenir. Les personnes handicapées sont de plus en plus exclues. J'espère bien, et vraiment, je regarde vraiment la caméra, que tous ces gens-là vont être sortis. Car 6 ans après, l'heure du bilan a sonné et pour les administrés de ces municipalités écologistes, les désillusions sont nombreuses. Fermeture et désertification du centre-ville, J'ai perdu quasiment 50% de mon chiffre d'affaires en l'espace de 2 ans. gabegie d'argent public, Ces magnifiques bancs à 50 000 € pour faire quoi? On n'en sait rien parce que personne ne les utilise. Tout cela, ça a coûté presque 1,5 million d'euros. hausse des impôts locaux Il faut savoir qu'on n'a pas les services en face. ou encore insécurité galopante. Il y a aussi chez les Verts une vision idéologique de ce qu'est la sécurité. Autour de la place Richemont, c'est un enfer. Préparez-vous à découvrir la face cachée des villes écolos. Lors des élections municipales de 2020, un véritable tsunami vert déferle sur la France. Contre toute attente, le parti écologiste va réussir à conquérir quelques-unes des plus grandes métropoles françaises. C'est peu dire que l'arrivée assez massive de dirigeants issus du Parti écologiste, de dirigeants verts, dans beaucoup de villes était inattendue et a été à l'époque peut-être l'événement des dernières municipales. Cette vague verte va amener sur le devant de la scène des hommes politiques inconnus du grand public et sans réelle expérience. Lyon a choisi l'écologie. Grégory Doucet s'empare de la mairie de Lyon en succédant à Gérard Collomb. Le rêve n'est plus suspendu dans les airs. Lyon a atterri maintenant. Lyon est redevenu terrestre. À Strasbourg, l'écologiste Jeanne Barséguian a elle aussi déjoué tous les pronostics en remportant l'élection avec seulement 41% des voix au second tour. Avec Lyon, Bordeaux, Nancy, Strasbourg a donc été emportée par la vague verte qui a déferlé sur la France hier soir. Une vague incarnée par cette jeune femme, Jeanne Barséguian, acclamée par ses supporters. Il y a très peu de maires qui l'ont emporté avec 50% et plus des voix. Je pense notamment à Strasbourg, mais aussi dans d'autres villes. Et c'est vrai qu'en France, on a aussi un mode de scrutin assez spécial qui fait qu'on peut être élu sans avoir 50% et plus des voix. Donc il y a beaucoup de maires écologistes qui ont profité de ça. À Bordeaux, à la surprise générale, après des années dans l'opposition, Pierre Urmic conquiert également la ville. Et donc nous sommes prêts aujourd'hui à gouverner intelligemment, écologiquement, socialement la ville de Bordeaux. Imaginez que M. Urmic devienne le maire, probablement lui-même ne l'avait jamais imaginé, qui était pendant longtemps un conseiller d'opposition face à des géants comme Alain Juppé. Donc ça a été extrêmement inattendu et c'est vrai que c'est très important pour comprendre la façon dont les mandats se sont déroulés puisque vous ne faites pas les programmes de la même façon quand vous attendez à piloter de façon exécutive une collectivité locale et quand vous pensez être hors système ou alors là, à la limite, pour faire une candidature de témoignage. C'est d'ailleurs ce manque d'expérience qui va pousser tout au long de leur mandat ces nouveaux maires à multiplier les erreurs. C'est un autre élément important à comprendre, c'est que les équipes qui sont arrivées n'avaient pas d'habitude du pilotage effectif des collectivités locales. Et c'est un pilotage qui est complexe, qui demande de vraies compétences, qui s'acquiert avec les années, parce que ce sont de très grosses collectivités, avec énormément d'employés, avec des problématiques complexes, avec des contraintes de toutes sortes. Tout ça fait que vous êtes balancé comme ça à un bureau, alors que vous ne vous y attendiez pas, vous ne vous y étiez pas réellement préparé, et que vous n'avez peut-être pas totalement les compétences qu'il faut pour y arriver. Alors évidemment, peut-être qu'on finit par apprendre sur le tas. Alors ces municipalités écologistes ont-elles appris à gérer leur ville sur le tas? Et surtout, ont-elles réussi à rendre leurs administrés heureux? Pour le savoir, nous avons enquêté dans 4 grandes villes dirigées par des écologistes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que 6 ans après, en fin de mandat, le bilan ne semble pas très réjouissant. Là, je suis bordelais, je suis né à Bordeaux, je vis dans le quartier Saint-Paul depuis 2012. J'ai pu constater, notamment ces 6 dernières années, une dégradation flagrante
avec une anarchie indéniable qui s'est installée dans le cœur de Bordeaux. De mon point de vue, c'est une catastrophe. C'est catastrophique. C'est pas pour rien que Bordeaux était dans les 3 premières places des villes où il faisait le meilleur vivre, alors qu'aujourd'hui on se retrouve à la 48e place. Donc il y a une dégringolade qui s'est faite dans le temps, en l'espace du mandat de M. Urmic, de 40 places. C'est quand même révélateur d'une situation réelle. Monsieur Doucet hypothèque notre présent. Il faut lui faire comprendre que quand on vit au présent. On ne vit pas en 2050. Vous savez, c'est la grande les canicules, on va brûler sur place en 2050. Le problème, c'est qu'on est en 2025 et pour aller en 2050, il faut quand même qu'on puisse survivre. Mais survivre, pas au climat, je pense survivre à l'économie. Parce que quand vous n'avez pas d'argent et que vous ne pouvez pas vivre, franchement, je me demande s'il ne vaut pas mieux se faire brûler par le soleil. On est dans la presqu'île qui est le joyau commercial de Lyon. Une presqu'île qui est le plus grand centre commercial à ciel ouvert d'Europe. 700 millions d'euros de chiffre d'affaires il y a 8 ans. Aujourd'hui, ce chiffre d'affaires est divisé par 2. Bonjour monsieur, c'est pour les élections municipales, le Rassemblement national. Voilà. Donc on a monté une liste, ça faisait 12 ans qu'il n'y avait pas de liste Rassemblement national et on veut essayer de ramener de la prospérité dans la ville et de la sécurité surtout. On a bien besoin, surtout pour la sécurité. Hein. Ouais, c'est vrai. Hein. Voilà, je crois que ça s'impose. On a eu une municipalité à Grenoble avec M. Piolle de manière déplorable. Puis vous vous rappelez, il avait dit qu'il s'en foutait quand on lui parle de sécurité ou de propreté, les reproches des citoyens. Ce qui paraît impensable. On a restructuré cette route qui a été faite sans concertation avec les habitants. Ça a posé beaucoup de problèmes cet été. Bon, là, c'est un peu plus calme, parce qu'en fait, c'était une rue aller-retour comme classique. Et en fait, ils ont utilisé une partie de la route pour faire 2 pistes cyclables, et ce qui empiète finalement sur l'autre structure pour faire un passage double sens. Il y avait des places de parking, vous voyez là. Là aussi, ça a sauté, parce qu'effectivement, ça empiète sur le droit de passage des automobilistes. Alors, ça pourrait être anodin, mais ça a un coût. Ça a un coût énorme. Tout cela, ça a coûté presque 1,5 million d'euros. Ça crée des tensions et puis ça crée aussi une mauvaise image pour la ville de Strasbourg parce que cette rue Mélanie, elle a fait le tour de France. Et c'est pas du tout dans l'objectif de Strasbourg, qui est capitale européenne, qui a un rayonnement aussi international, de montrer en fait toutes ces gabégies, toute cette idéologie écologiste qui vous force à prendre le vélo. Car l'obsession principale de ces maires écologistes, c'est la voiture, à qui elles ont décidé de livrer une guerre sans merci. Dans une ville écologiste, la politique, c'est d'abord, évidemment, des choses très concrètes comme la réduction de la place de la voiture. C'est-à-dire qu'on va diminuer les places de stationnement, aménager des pistes cyclables, faire payer plus cher le stationnement, par exemple. Donc c'est des choses assez proactives et contraignantes pour les gens. Une guerre idéologique contre les automobilistes qui, vous allez le voir, a des conséquences économiques très graves. À Lyon, la résistance des commerçants en souffrance s'organise. Nous y retrouvons Christophe, restaurateur depuis plus de 30 ans. Lyon, c'est le musée du chaos. On le subit, c'est un martyr du quotidien. Qui a décidé de lutter contre la tyrannie de cette mairie avec humour. Alors, c'est mon 4x4 apaisé, puisque M. Doucet nous a dit « je mets de la végétation dans les rues pour faire de la fraîcheur ». Donc je me suis dit, si je mets de la végétation sur mon 4x4, je vais avoir une climatisation naturelle. En fait, c'est un trait d'humour. Mais ce 4x4 est une caricature. L'avantage, c'est que quand je me promène dans la rue, c'est une revendication poétique. Bon, mais je vous emmène faire un petit tour dans cette merveilleuse ville qu'est Lyon. Allez, go! L'homme propose de nous montrer les changements drastiques effectués au centre-ville par Grégory Doucet, au nom de son idéologie écologiste. Alors là, on va se diriger vers Bellecour, qui est quand même le centre historique de Lyon, et on va arriver devant l'entrée de la ZTL, c'est-à-dire une zone à trafic limité qui aujourd'hui restreint considérablement le commerce. On a des commerçants qui ont perdu jusqu'à 50% de chiffre d'affaires. Tout ça parce qu'à 13h, ils ont instauré un couvre-feu, enfin un couvre-voiture. On ne rentre plus à partir de 13h. Il est 12h59. Le centre-ville va donc bientôt fermer ses portes aux automobilistes. Ça vient de passer au rouge. Voilà. Fermeture, couvre-feu, rentrez chez vous. Le commerce se meurt
dans l'indifférence municipale. Fermer le centre aux automobilistes, une décision dramatique pour les commerçants du quartier qui ont donc vu leur fréquentation baisser de manière spectaculaire. Ici, c'est le carré d'or. C'est là où il y a le plus de commerce de luxe, de commerce de qualité de la presqu'île. Regardez, il n'y a plus un chat. Maintenant, plus personne rentre. Jusqu'à quelle heure du coup? Jusqu'à demain matin, 6h. À quelques dizaines de mètres de ces bandes controversées, bienvenue dans l'un des magasins les plus anciens de la ville. Madame, monsieur, bonjour. Bon, écoutez, j'espère que tout va bien. Je vous invite à rentrer dans l'antre d'une gastronomie charcutière traditionnelle, voilà, qui existe depuis 1850 à Lyon. Cette boutique historique du centre de Lyon est fortement impactée par la politique du maire. Depuis 2020 à peu près, nous avons une mairie écologie qui a voulu tout chambouler dans Lyon, c'est-à-dire éloigner les gens de la presqu'île. Et dans cette partie-là, on a plusieurs belles maisons, que ce soit de Bellecour jusqu'au terreau, des belles maisons qui sont en train de crever sur place, comme on dit, vu tout ce qui se passe. Et les clients, nos clients habituels ne viennent plus. Mais pour rentrer sur Lyon maintenant, c'est un enfer. Concrètement, le chiffre d'affaires a baissé, la fréquentation a baissé, comme on l'avait affiché à une époque. À l'époque des soldes, on avait dit 70%, c'est pas le montant des soldes, mais c'est le montant de la fréquentation de la presqu'île. Effectivement, depuis 2 ans, la presqu'île a un manque de fréquentation parce que les gens en ont marre, les gens ne veulent plus venir. Selon cette commerçante, la mairie laisse mourir les commerces dans l'indifférence la plus totale. On a demandé une aide, on ne nous a pas aidés. Ils nous ont jamais écoutés, ils nous ont jamais concertés. Et la seule chose qu'on a su me dire un jour, c'est me dire, écoutez, si vous voulez que les gens se garent vers chez vous, allez à l'extérieur de Lyon. L'économie pour l'écologisme est l'ennemi. Et donc, il y a en fait assez peu de préoccupations pour l'activité économique. Donc, les commerçants sont souvent ceux qui ont été les plus maltraités, en tout cas dont les intérêts n'ont pas été mis au sommet des priorités. Il faut vraiment que la mairie arrête tout ce qu'elle est en train de faire. On attend les élections avec impatience, parce qu'il faut que tout s'arrête. Ces travaux, on n'en peut plus. Voilà. Cette désertification du centre-ville touche toutes les cités gérées par les écologistes. À Grenoble, dans la capitale des Alpes, autour de laquelle gravitent plus de 700 000 habitants, la situation est tout aussi morose. Alors Grenoble, auparavant, c'était la capitale des Alpes en tout domaine. Ça pouvait l'être économiquement, au niveau de l'attractivité, au niveau de la technologie, au niveau des sports d'hiver, bien sûr. Et donc l'attractivité se passait tout sur Grenoble. Quand tu voulais te faire couper les cheveux, même les communes avoisinantes disaient tiens, on va aller à Grenoble, on va en ville. Tu voulais boire un coup, tu allais à Grenoble. Tu voulais manger quelque chose, tu vas à Grenoble. Dans cette ville gérée depuis 2 mandats par l'écologiste Éric Piolle, les commerçants du centre-ville souffrent. Aujourd'hui, avec une politique en place depuis 12 ans, qui nous a complètement fermé des communes extérieures, on a perdu 350 000 personnes en attractivité sur Grenoble. C'est-à-dire 350 000 personnes qui ne viennent plus sur Grenoble aujourd'hui. Elles ont trouvé d'autres endroits plus accessibles. Avant, j'avais 3 employés. Aujourd'hui, tu me vois travailler seul. Et les chiffres de l'attractivité du centre-ville de Grenoble que nous donne ce commerçant ont de quoi faire froid dans le dos. Depuis la fermeture presque totale du centre-ville de Grenoble, à accessibilité bien sûr, je parle de voitures, on est descendu à peu près à 6000 passages jour en moyenne sur l'année pour 1600 commerces. Aujourd'hui, les attractivités autour de Grenoble dans les zones commerciales, pour ce qui est du dernier qui a été fait à Saint-Martin-d'Hères, c'est 30 000 passages jour pour 70 commerces. Et à Grand Place, nous avons 110 commerces et dans les bons jours, ils sont à 50 000 passages jour. Autant dire que nous, à Grenoble, pour 1600 commerces, on a 10 fois moins de passages. On a toujours voulu dire qu'on a fait une ville apaisée, mais on a fait la ville apaisée dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment plus personne. Un constat partagé par Guillaume, un autre commerçant de la ville, qui avait 3 magasins il y a encore quelques années et qui a dû se résoudre à en fermer 2 dans le centre-ville. Il y avait de moins en moins de monde qui allait dans le centre-ville et donc j'ai perdu quasiment 50% de mon chiffre d'affaires en l'espace de 2 ans.
Un marchand de vélo obligé de fermer ses magasins dans une ville écolo, un véritable comble, surtout pour Guillaume, qui avait pourtant voté pour Éric Piolle en 2014. Effectivement, j'ai voté pour M. Piolle parce que je voulais du changement. Donc quand Piolle s'est présenté, il s'est présenté sous l'étiquette écolo, sans parti politique, sans parti pris. J'ai vraiment pensé que c'était pas un opportuniste, qu'il arrivait ici pour faire du bien à Grenoble, pour faire du bien à la population. C'était possible et on l'a fait. Alors ça a été tout à fait le contraire. Voilà. Élu pour la première fois en 2014, Éric Piolle a été le premier maire écologiste à diriger une grande ville française. Je le dis avec humilité, mais je le dis avec fierté, nous sommes des pionniers. Nous avons inventé quelque chose de nouveau et les Grenoblois nous ont entendus. La première chose qu'il a faite, c'est à augmenter le parc-mètre. Il a doublé l'heure de parc-mètre, ça veut dire que tous les clients qui arrivaient, on est passé de 2 € de l'heure à 4 €, 4,50 €. Et il a mis une pression maximum pour distribuer les PV dans tout le centre-ville. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas rester garé plus de 5 minutes, on avait forcément quelqu'un qui mettait un PV derrière. Donc ça a commencé à empêcher les gens de l'extérieur de venir à Grenoble faire la course à Grenoble. Il a aussi supprimé le plus grand parking à l'entrée de Grenoble, qui est à l'Esplanade, où il y avait plus de 1000 ou 1500 voitures. Beaucoup de gens venaient se garer de l'extérieur et venaient se garer ici, et après venaient à pied centre-ville. Il y avait juste le pont à passer. C'est quelque chose qu'il a supprimé immédiatement. Sous ses 2 mandats, il a empêché les gens de venir de l'extérieur dans Grenoble. Or, pour faire du commerce, il faut quand même que les gens puissent venir aussi dans Grenoble. Si on ne fait rien aux prochaines élections, s'il n'y a pas de changement, si on ne met pas une équipe expérimentée en place avec justement des compétences à chaque poste et qui bosse déjà depuis très très longtemps, eh ben, on peut se dire que mon voisin va mourir, l'autre voisin va mourir, tout le monde va mourir. La situation est tout aussi inquiétante à Bordeaux, ville qui souffre des mêmes maux que ses consoeurs. Fermeture du centre-ville, parking hors de prix et mort de certains commerces. Tout ça, c'est fermé. Ça. En fait, vous arrivez rue Victor Hugo. Regardez, vous faites ça, cours Pasteur. Et tout ça, c'est fermé. Danielle, couturière depuis presque 40 ans dans le centre de Bordeaux, tire elle aussi la sonnette d'alarme. Depuis que la ville a été fermée avec toutes ces bornes, les gens ne viennent plus, ça c'est certain. Donc ça a fermé, pour moi, ça a fermé l'accès à la ville. La visite agréable à Bordeaux ne se fait plus. C'était tous les gens qui autour disaient je vais aller à Bordeaux m'acheter une veste, un manteau. On allait à Bordeaux parce qu'on trouvait tout ça à Bordeaux. Là, Bordeaux étant fermé et les parkings étant hors de prix, sans compter que la circulation est compliquée, les gens ne viennent plus. À Bordeaux, selon Victor, un expert en communication avec les commerçants que nous retrouvons sur le cours Clémenceau, le phénomène de désertification du centre-ville est en train de s'accélérer. Aujourd'hui, la réalité commerçante, elle est extrêmement difficile. Moi, mes commerçants, mes clients me parlent d'une baisse de fréquentation de 20 à 30% du flux clientèle et puis évidemment d'une baisse de chiffre d'affaires. On est dans le cours Clémenceau qui est un cours symptomatique, qui était une des artères vivantes extrêmement qualitatives avec des superbes produits. Et on a déjà eu deux locaux vides, voilà, à louer. Local libre là-bas. On a 10% des locaux dans la ville qui sont libres. Donc, et là, ça s'est accéléré depuis ces dernières années, ces derniers mois. Une vision un peu, on va dire, dogmatique des choses, un état d'esprit qui est d'avoir une ville qui se referme et des gens qui sont de la métropole, qui viennent plus loin, du Médoc, du Blayais, qui venaient dans la capitale du Sud-Ouest et qui aujourd'hui ne viennent plus. Ce qui a marqué et frappé l'ensemble des commerçants que nous avons rencontrés, c'est la brutalité avec laquelle les municipalités prennent leurs décisions, sans aucune concertation. Alors nous, on a essayé justement d'avoir des réunions avec différents secteurs de commerce. On a eu beaucoup de réunions avec toutes ces personnes-là. Elles sont hors sol. On ne peut pas entamer un dialogue parce qu'elles vont vous expliquer, moi ça fait 34 ans que je suis commerçant. Il y avait des personnes avec moi, ça fait 40 ans qu'elles tiennent des bars, des restos, des choses comme ça. Eh ben, on va aller leur expliquer qu'eux ne savent pas tenir un commerce. Donc, après, à un moment donné, le dialogue n'est plus possible.
La politique des Verts qui a été appliquée dans les villes qu'il dirige a été vue assez durement, c'est-à-dire a été appliquée assez durement. Et ça, c'est aussi une partie de l'écologie municipale, c'est-à-dire qu'on est très proactif. On veut appliquer les mesures le plus rapidement possible pour voir les changements aussi le plus rapidement possible. Mais ça se fait parfois au prix d'une certaine violence, ou en tout cas c'est perçu comme tel. Je pense qu'eux sont persuadés déjà que c'est très bien ce qu'ils font, ce qui est évident quand on porte des idées, mais que c'est aussi ce que les gens demandent. Et donc, être dans cet état d'esprit fait qu'on a l'impression qu'on peut y aller, qu'on peut avancer et qu'il faut le faire le plus vite possible pour avoir des résultats rapides. Et je pense qu'il y a quelque chose d'idéologique quand on est écologiste, c'est qu'il y a l'urgence climatique. Et ça crée ici un état d'esprit assez radical, de fait, puisque la planète ne peut pas attendre, il faut appliquer le plus vite possible. Une brutalité dans la prise de décision qui est en train de subir Ali Herbaoui, un boulanger de Bron, à qui la métropole écologiste veut saisir une grande partie de son magasin pour y installer une piste cyclable. Comme un rouleau compresseur, ils vont éventrer le magasin et le parking, ils vont prendre 40%, sans aucune proposition de reconstruction. Que voulez-vous que je vous dise? Hormis, je ne dors pas de la nuit, je suis stressé. Le boulanger, qui emploie 10 salariés, a peur pour son entreprise et ses employés. Et ce n'est pas le dédommagement que lui propose la métropole en guise de réparation, qui est de nature à le rassurer. On me propose 38 000 €. Que voulez-vous que je fasse avec 38 000 €? Avec un magasin éventré, avec un parking coupé en deux, je ne pourrai plus accueillir de monde. Je ne pourrai plus continuer à exercer, tout simplement. Ça représente toute ma vie. J'ai commencé à bosser à l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, j'ai 40 balais. Tout simplement, je veux sauver mon commerce. Parce que j'ai mis toute mon énergie, toutes mes économies. Je me suis même fait prêter de l'argent par la famille. On a des crédits, on a des dettes. Et aujourd'hui, on se retrouve à zéro. Ali et d'autres riverains que l'on veut également exproprier ont décidé de se battre face à l'absurdité et la brutalité de cette décision en faisant appel. On était sur une déconstruction massive de tout ce qui existait précédemment. Et ce n'est pas de déconstruction. Je veux dire, tout qu'ici, on est pour l'écologie. C'est très clair. Mais par contre, être pris en otage de cette manière, être pris pour des imbéciles de cette manière, parce que ces gens-là, je redis, la métropole, la ville de Lyon et la ville de Villeurbanne, sont dans un délire complètement paranoïaque et dans un mépris humain, ça, c'est devenu inacceptable. Il n'y a qu'une... Et comme on est en période d'élection, là, j'espère bien, et vraiment, je regarde vraiment la caméra, que tous ces gens-là sortent. Et vraiment. Au nom de la sacro-sainte écologie et dans la volonté de déconstruire, tous ces maires emploient les mêmes méthodes brutales, car ils sont en réalité très marqués politiquement. Ce qui s'appelle écologie chez nous, moi j'ai plutôt envie de l'appeler écologisme pour le distinguer de l'écologie, qui d'ailleurs est une science, qui est une préoccupation qui évidemment rassemble tous les Français. L'écologisme, on sait que c'est un mouvement très particulier, qui en réalité réactive en sous-main et de façon clandestine énormément de préoccupations et d'agendas qui sont plutôt liés à la gauche, voire à l'extrême gauche, avec des préoccupations qui sont sociales, qui peuvent même se traduire jusqu'à des prises de position sur le conflit israélo-palestinien. En effet, le 22 septembre dernier, sous la pression de la France insoumise, le maire de Lyon avait osé dresser sur la mairie de la ville un drapeau palestinien, un geste éminemment politique qui n'est pas passé inaperçu, puisque 3 jours après, la justice lui a ordonné de le retirer. Et des prises de position anticapitalistes qui vont bien au-delà du seul programme écologique. Donc l'écologisme est différent de l'écologie de ce point de vue-là. Et c'est ça, cette caractéristique, qui lui fait être probablement beaucoup moins rassembleuse que pourrait être un vrai programme écologique rationnel, pragmatique, scientifique, tenant compte des ordres de grandeur. On n'attend pas du maire d'une ville de se positionner sur le conflit israélo-palestinien. Ça n'a même en réalité absolument aucun sens. Grégory Doucet a également essayé d'annuler la marche pour Quentin de Ranc à Lyon après l'assassinat du jeune homme par un groupe de militants d'extrême gauche dans les rues de sa ville le 14 février dernier. Je ne veux pas que Lyon soit la capitale de l'ultra-droite à aucun moment. L'interdiction de certaines marches, et puis on en favorise d'autres. C'est une façon décomplexée d'autoriser une orientation idéologique dans un certain sens. Ouais. Les maires écologistes ne semblent pas hésiter non plus à faire du clientélisme politique. Par exemple, à Strasbourg, en 2021, la maire Jeanne Barséguian a fait voter une subvention de 2,5 millions d'euros pour financer une nouvelle mosquée soutenue par une fédération turque controversée.
Une mesure fortement dénoncée à l'époque par l'opposition et Virginie Joron, aujourd'hui candidate RN à la mairie de Strasbourg. On est donc devant la mosquée Miligorus, vous savez, ça a fait beaucoup couler d'encre ici à Strasbourg, parce que j'étais la première à soulever le problème sur le financement de cette mosquée. Je dénonçais la subvention qui était astronomique à l'époque, et si nous n'avions pas été assez vigilants sur cette question, la mairie de Strasbourg souhaitait octroyer 2,5 millions de subventions pour cette mosquée. Et heureusement, la mairie a suspendu cette subvention qui avait été reprise à l'époque par monsieur même Darmanin. Alors ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin avait accusé la mairie verte de financer une mosquée soutenue par une fédération qui défend l'islam politique et qui a refusé de signer la charte des principes de l'islam de France. Le ministre avait même saisi la justice pour faire annuler cette subvention. Et donc, on a bien senti que c'était purement par clientélisme que tous les maires, socialistes, verts, proposaient cette subvention publique. Les maires écologistes ont souvent pu avoir des affaires liées à ce qu'on pourrait appeler le communautarisme. Où des personnes voilées sur les tracts, enfin voilà, des choses comme ça, ou les tracts en arabe. Et donc il y a eu tout un ensemble de polémiques et d'affaires autour de ce qu'on pourrait appeler le communautarisme, de façon générale. Du communautarisme qui s'accompagne également dans la tête de certains citoyens d'une gestion douteuse de l'argent public. Ce genre de subvention donnée à des lieux de culte, c'est quand même de l'argent qui du coup n'est pas utilisé pour d'autres choses pour lesquelles les gens estiment qu'il y a plus d'intérêt. Cette vigilance sur le budget des Strasbourgeois, moi, ça me tient à cœur. L'argent des Strasbourgeois ne doit pas être dilapidé pour des choses qui ne rentrent pas dans les lignes de compte, notamment par rapport au droit local ou du militantisme politique. Voilà, c'est important que les Strasbourgeois sachent que leur argent est bien géré. Car ce qui caractérise la gestion des villes par les écologistes, c'est la gabegie d'argent public qui a un effet direct sur les administrés. L'augmentation des impôts locaux. Notamment la taxe foncière, si je me souviens bien, à Grenoble, qui est un record parmi toutes les villes de même taille, en fait. Oui, la ville de France de plus de 100 000 habitants a à avoir la taxe foncière la plus élevée au niveau France. Donc, il faut savoir qu'on n'a pas les services en face. C'est juste un problème de rééquilibre de finances. Quand on augmente les impôts, c'est souvent qu'on a un peu cramé la caisse. Des dépenses somptuaires pour une utilité plus que questionnable. C'est ce que dénonce Valentin Gabriac, candidat RN à la mairie de Grenoble, qui tenait à nous montrer le mobilier urbain installé par les équipes d'Éric Piolle dans le centre-ville. On est sur les quais, donc un endroit emblématique de Grenoble. Il y avait quelques places de stationnement qui permettaient aux habitants et aux citoyens de venir dans les rues avoisinantes, faire vivre les commerces. Et ils ont décidé de supprimer ces places de stationnement pour en faire du mobilier. Alors on ne sait pas très bien si c'est transitoire ou pas, si c'est éphémère ou pas. En tout cas, ça coûte de l'argent, ça enlève des places de stationnement et ça diminue l'attractivité de notre ville. Encore une fois, nous sommes pour des aménagements piétons s'ils sont judicieux, s'ils sont pertinents. Et là, ce n'est pas le cas. La mairie a dépensé plus de 100 000 € pour la construction de ce mobilier probablement transitoire, probablement éphémère. On est une ville, souvent à Grenoble, on nous parle d'expérimentation. Les Grenoblois en ont marre d'être des rats de laboratoire, ils veulent être des citoyens respectés. On n'est pas des cobayes, on veut aussi vivre, pouvoir stationner, pouvoir travailler et en sécurité. Cette perpétuelle chasse aux automobilistes crée de facto de fortes inégalités. Et ce sont les classes populaires qui habitent loin des centres-villes qui en souffrent le plus. Ce que je reproche à la municipalité actuelle, c'est que des mesures ont été prises uniquement dans le but de faire la chasse aux automobilistes, faire la chasse aussi aux catégories populaires, les travailleurs, qui ont besoin de venir à Grenoble, qui ont besoin de leur véhicule pour se déplacer, qui ne le peuvent plus suite à la suppression par exemple de places de parking. La gestion écologiste des villes est une politique qui divise plus qu'elle ne rassemble. Le côté presque pervers de tout ça, puisque les gens veulent améliorer leur vie en votant écologiste, mais la logique des écologistes n'est pas du tout celle-là, en tout cas dans les conséquences des actes. Et donc, d'un côté, on va faire cette promotion d'une ville plus inclusive, mais on oublie, on met de côté tout un pan de la société, et on voit bien les critiques qui montent de la part des commerçants, des personnes âgées. Dans les villes écolos, c'est quand même formidable si vous êtes un jeune. C'est vrai aussi qu'on n'a pas l'impression que les familles soient souvent favorisées, les modes de déplacement favorisés, privilégiés à travers les différentes infrastructures, concernent plus des gens effectivement jeunes, valides, sans enfants et qui n'ont pas ces problématiques-là. Pour illustrer ces propos, retournons à Lyon, à la rencontre d'un couple de retraités, directement impactés par la politique de Grégory Doucet. Isabelle et Charles, qui habitaient en périphérie il y a encore quelques années, ont dû déménager pour se rapprocher du centre-ville.
On est dans cet appartement depuis 6 ans parce que, vu que mon mari est en fauteuil roulant, c'était plus facile pour aller en centre-ville, en transport en commun, alors qu'avant on était sur la colline de Fourvière et c'était beaucoup plus compliqué. Le souci, c'est que depuis 2 ans, ça redevient compliqué puisque les bus ne vont plus sur la presqu'île, ils sont interdits de séjour. Donc on ne peut même plus aller à la mairie ou à l'opéra en bus. Depuis que les bus n'ont plus le droit de se rendre dans l'hypercentre de Lyon, Isabelle et Charles ont dû changer leur façon de vivre. C'est vrai qu'on ne va plus jamais en presqu'île parce qu'on peut plus y aller en voiture. Parce qu'avec une carte handicapée, normalement, on pouvait avant circuler et se garer sur des places handicapées. Il faut dire qu'aujourd'hui, comme nous allons pouvoir le constater, pour se rendre sur la presqu'île, leur trajet s'apparente à un véritable parcours du combattant. Voilà, allez, c'est parti, je te donne ton blouson. On dit qu'il faut l'inclusion des personnes handicapées, là c'est pas le cas. C'est au contraire, les personnes handicapées sont de plus en plus exclues. Créer des pistes cyclables, réduire la place de la voiture et donc la place aussi des bus, etc., ça impacte directement des gens qui ne peuvent pas faire autrement, qui ne vont jamais prendre leur vélo pour se déplacer, les personnes âgées, les personnes handicapées. La conséquence, c'est de confier la ville à certaines populations qui peuvent se permettre de soit avoir l'argent de vivre dans le centre, soit être jeune, effectivement. Et donc ça, c'est vrai que c'est un peu directement aussi leur électorat, mais ça limite le bienfait que peut avoir une mairie écologiste. Après 10 minutes de bus qui les amène aux portes du centre-ville, c'est le début de la galère pour le couple. On est descendu il y a 50 mètres du bus, alors que le même bus en question, normalement, continuait et tournait là tout de suite à droite pour prendre la rue de la République et nous posait directement. Là, le site des TCL nous propose d'aller prendre le métro A pour un arrêt. Donc déjà, le métro, il y a 100 mètres pour aller de l'arrêt de bus à l'ascenseur, quand l'ascenseur marche, ce qui n'est pas toujours le cas. Durant le trajet qu'il faisait auparavant en 10 minutes, Isabelle ne peut s'empêcher de faire un peu d'ironie en découvrant les nouvelles fonctions des abribus. Regardez, il y a encore les abribus, ils ont mis... Alors, j'avais pas vu qu'ils avaient mis de l'herbe. Regarde, Charles, comme c'est beau. Ils ont mis de l'herbe sur le toit des abribus partout. Ah ben ça change tout. Ah, il y a une balancelle, là. Non, mais c'est surréaliste. Toujours payé par nos impôts. Donc voilà notre ancien arrêt de bus où on était au pied de l'hôtel de ville sur votre droite et de l'opéra sur votre gauche. Donc c'était absolument magique. Enfin arrivé à destination, c'est l'heure de faire les comptes. Les retraités ont mis pratiquement 4 fois plus de temps qu'auparavant. Depuis chez nous, on a mis 40 minutes, alors qu'avant, on mettait moins d'un quart d'heure de chez nous à ici. Dans la vie, il faut être optimiste. On espère beaucoup sur les prochaines élections pour renverser j'allais dire, c'est les écolos qui n'ont d'écolos que le nom. Et on espère que la prochaine municipalité, quelle qu'elle soit, nous remette des transports en commun pratiques et fonctionnels, repermettent aux commerçants de travailler. Et donc, je pense qu'il faudrait que le bon sens prime. Donc, c'est toute une histoire de bon sens et on garde espoir. Les écologistes lyonnais imposent leur vision partout dans la ville et n'hésitent pas à dénaturer ces lieux emblématiques, à l'image de l'œuvre d'art monumentale qu'ils ont installée sur la prestigieuse place Bellecour. On est place Bellecour, qui est la place emblématique de Lyon, qui devrait être la plus belle place lyonnaise. Et puis, comme vous pouvez le constater, on est loin de tout ça maintenant. C'est l'étendage qui a été fixé sur cette place, qui a coûté, je crois, 1,5 million, 1,6 million. Ça casse l'équilibre de la place, je ne sais pas si vous voyez. Puis vraiment, ça ressemble à rien. Ça protège même pas vraiment de la chaleur. Ils sont obligés, moi je le vois, de les réparer très très souvent. Car si l'œuvre a coûté 1,6 million d'euros aux Lyonnais, son entretien annuel n'est pas donné non plus. C'est 300 000 euros d'entretien par an. Voilà. Je connais personne qui vienne à Lyon, que ce soit des touristes, des Lyonnais, qui me disent que c'est beau, quoi. C'est moche. Et pour ce Lyonnais pur souche, riverain de la place Bellecour, ce monument résume à lui seul le mandat des écologistes. C'est un peu une sorte de symbole du déclin ou du déclassement de la ville. À Lyon, d'autres réalisations de la mairie écolo ont de quoi interloquer, à l'image de ces bancs en forme de boudin installés rue de la République. Ces magnifiques bancs à 50 000 euros
Pour faire quoi? On n'en sait rien parce que personne ne les utilise. Tout le long, il y en a une dizaine comme ça, donc ce qui fait à peu près 5-6 000 € le truc inesthétique. Mais voilà, ça ne sert à rien. C'est juste pour encombrer la chaussée, pour éviter que les bus reviennent. Par contre, on demandera aux pompiers à quoi ça sert quand ils veulent intervenir avec leur grande échelle. Eux, ils sont vent debout contre ces choses-là. Mais la sécurité n'est pas la priorité des écologistes. Dans le même registre, Christophe tenait à nous faire découvrir ce qui est selon lui une autre aberration. Une petite dernière pour la route, une petite croustillante. Normalement, ils ont fermé le parking des terreaux pendant 6 mois pour pouvoir faire des travaux d'aménagement au premier étage, c'est-à-dire un espace pour ranger les vélos. C'est un concept écologiste, les vélos dans les parkings. Moi, je pensais que c'était que pour les voitures, mais non, eux, c'est... Donc on va aller voir le nombre de vélos qui sont installés dans ce fameux parking. On est dans ce merveilleux parking à vélo qui a mis 6 mois à voir le jour. On s'aperçoit, il est 12h30, normalement on doit être au plus fort de l'activité d'un vélo, puisqu'on prend son vélo pour venir en ville, on va dans les restaurants, on pose son vélo au parking et on ressort. Et en fait, comme vous voyez, le peu de vélos montre que c'est le peu d'intérêt que ce parking a. Par contre, on est toujours dans cette histoire dogmatique de l'écologie, du vélo. Ce parking à vélo de plus de 500 places est quasiment vide, ce qui pourrait laisser penser qu'il n'y a pas tant de cyclistes que ça dans la ville. Pourtant, la municipalité fait tout pour eux, comme en témoigne le nombre de pistes cyclables disséminées partout dans la métropole. Donc voilà l'exemple. Cette avenue-là, il y avait une voie des bus et 3 voies voitures. Voilà. Et aujourd'hui, alors il n'y a plus de voitures, bien sûr, parce qu'à cette heure-ci, on est en dehors de l'heure de pointe. Mais par contre, voilà, un aménagement typique. Des voies de vélo qui sont quasiment aussi larges que les voies de voiture. Le bus, par exemple, il est obligé de se décaler parce qu'il y a des livraisons. Enfin, rien n'est pensé pour que ce soit cohérent. Il y a une forme d'anarchie qui s'installe. Tout ça parce qu'aujourd'hui, on se retrouve sur une seule voie et qu'on est obligé de la partager avec tout le monde. Et ces voiries favorisant les cyclistes se font au détriment de la sécurité. La preuve avec ce convoi obligé de passer à toute vitesse sur la piste cyclable. Regardez ce qu'on est obligé de faire. Voilà à Lyon, où est-ce que les pompiers et les forces de l'ordre sont obligés de passer. Franchement, ils passent sur la piste cyclable, il n'y a plus de place pour passer nulle part. Regardez cette rue. Vous imaginez, on est 10 véhicules et c'est tout bouché. Imaginez-vous un pompier ou un camion échelle. Il ne passe pas là, pourquoi? Parce que sur les bordures, ils n'ont pas réfléchi, mais il y a des arbres. Donc la hauteur des arbres, la hauteur des enseignes. Je vous assure, cette ville, elle est catastrophiquement scandaleuse. Des pistes cyclables comme celle-ci, la municipalité en construit partout dans cette ville, qui est bon perpétuellement en travaux. Des travaux, si on trouve un endroit où il n'y en a pas, franchement, je pense qu'il faut filmer parce que c'est... Et en effet, des travaux, il y en a littéralement à tous les coins de rue. Une politique municipale écologiste coûte cher. Installer des pistes cyclables, ça peut coûter très cher. Et c'est vrai qu'à un moment où les Français, parmi les préoccupations principales et les enjeux de ces élections qui arrivent là, municipales, ça va être à la fois la sécurité, mais aussi les finances publiques. On le voit, le débat en France, ça devient important pour les gens parce que ça réduit leur pouvoir d'achat. Et ça, visiblement, quand on voit le résultat de ce qu'est l'impression que les gens ont dans ces villes, ça semble être négatif aussi, c'est pas un point positif. Avec des travaux aux 4 coins de la ville, à Bordeaux, c'est le même tableau. Nous y retrouvons Philippe, un Bordelais en colère, qui n'aime pas du tout ce que la municipalité a fait des prestigieuses allées de Tourny. Centre des allées de Tourny réinventé. Lieu emblématique du centre-ville de Bordeaux, bordé de tilleuls, les allées de Tourny méritent aujourd'hui d'être plus fraîches, accueillantes et animées. L'objectif, redynamiser et végétaliser davantage cet espace auquel sont attachés habitants, commerçants et visiteurs. Et moi je peux vous dire que les habitants, les commerçants et même les visiteurs ne sont pas contents de ce qu'on en a fait. Pierre Urmic et ses équipes ont dépensé énormément d'argent pour transformer cet endroit, avec des aménagements faits une nouvelle fois au détriment des automobilistes et des personnes à mobilité réduite. Tout autour de ces petites allées, il y avait environ 3-4 places de PMR qui ont été tout bonnement sacrifiées pour mettre ces morceaux de bois, j'ai envie de dire,
qui coûte à la municipalité, donc aux contribuables bordelais, plusieurs centaines de milliers d'euros. Et je crois que le budget global, parce que là c'est en cours de fabrication, mais le budget global est d'environ 13 millions d'euros. 13 millions d'euros, un budget très conséquent qui n'est selon Philippe pas vraiment justifiable. Je ne trouve pas que ce soit particulièrement esthétique et surtout ce qui est dramatique, c'est que ça a enlevé des dizaines de places alors qu'on sait que le stationnement est particulièrement difficile à Bordeaux. Vous voyez, les bancs précédemment avaient été mis directement sur le bitume et la mairie a rectifié en mettant ces bancs comme ça sur les planches de bois. Alors à chacun de se faire son idée et de dire ce qu'il en pense. Moi je trouve que c'est beaucoup de sous pour pas grand-chose. À Bordeaux, la municipalité semble avoir ses priorités et à première vue, la propreté n'en fait pas partie. À peine 2 km plus bas, direction le Palais des Sports de Bordeaux. Situé en plein centre-ville, cette salle, qui peut accueillir jusqu'à 2600 spectateurs, est dans un état assez lamentable, ce qui exaspère les riverains. Vous allez voir la dégradation, en fait. Il y a des tags qui fleurissent, qui n'ont jamais été nettoyés là en haut, qui sont là depuis 5 ans. On demande mais pourquoi vous ne les nettoyez pas? Ils arrivent bien à taguer, on peut peut-être nettoyer, faire propre. Durant les Jeux Olympiques, le Palais des Sports avait servi un petit peu de salle sportive. Bon, ils n'ont même pas été capables de nettoyer le bandeau tagué. Là, la vitre est cassée, ça fait des mois et des mois qu'elle est pétée, elle n'est toujours pas réparée. Plus loin, vous allez voir, c'est submergé de tags. Vous voyez, ça, je pense que c'est de la merde, vous voyez, avec un A de anarchie. Il y a eu une fresque qui a coûté une fortune, certainement autour de 50 000 euros. On l'avait dit à l'époque, en 2020, lors des réunions, mais non, faites pas ça, ça va être recouvert de tags. Et bien entendu, on n'a pas été écoutés. Laissés à l'abandon progressivement, les abords du Palais des Sports sont devenus un véritable repère de drogués. Une situation vécue très durement par les habitants du quartier. Il y a beaucoup de gens qui ont déménagé, qui ont quitté Bordeaux, notamment dans ce quartier. Autour de la place Richemont, c'est un enfer que les riverains ont vécu pendant des années. Et quand je dis un enfer, c'était un enfer. Ça va un petit peu mieux là parce qu'ils ont mis des grilles, parce qu'on ne peut plus stagner comme ça a pu être le cas. Malheureusement, c'était d'une violence mais inouïe. On ne soupçonne pas en fait. Les chiens s'en laissent, hyper dangereux, de la consommation permanente, nuit et jour, des hurlements de chiens la nuit. Enfin, un vrai enfer. Quand on voit dans le détail ce qui est jugé positivement ou pas, la propreté, pas que les verres soient sales, mais il y a cette idée-là quand même, qu'il faut laisser la nature prendre ses droits dans la ville, et ça fait une ville qui semble sale, et par ailleurs une ville qui n'est pas sécurisée, puisqu'il y a aussi chez les Verts une vision idéologique de ce qu'est la sécurité. Car en effet, dans les villes dirigées par les écologistes, en plus du manque d'attractivité et de la saleté, la hausse de l'insécurité impacte également de plus en plus les administrés, comme en témoigne Philippe, le chef d'entreprise bordelais. Ce qui m'a le plus choqué, pour vous parler franchement, c'est la situation non sécure que l'on vit. Moi, j'ai une fille qui a 28 ans et auparavant, bon, elle était plus jeune, mais ça ne me posait aucun problème de la laisser rentrer seule le soir, en fin de journée ou même en soirée. Aujourd'hui, c'est dangereux de circuler pour une jeune fille seule dans Bordeaux. C'est un état de fait, malheureusement. Et selon Philippe, cette insécurité grandissante est en partie due à un changement de typologie de population. Il y a eu des constructions, beaucoup de constructions d'immeubles HLM ou ILM qui ont permis à certaines couches de la population de pouvoir accéder à des logements à Bordeaux, mais ce qui était bien moins le cas auparavant. C'est une bonne chose que tous puissent accéder, que ce soit à la propriété ou au logement. En revanche, si c'est pour avoir une population problématique, c'est une population qui n'a envie de vivre que des aides de l'État ou qui n'a pas envie de s'impliquer dans le terroir, je trouve ça dommage, et dommage pour nous tous. Il y a une caractéristique à gauche qui est très très forte, une volonté qui est très forte et très affichée, c'est de créer de la mixité sociale, y compris par la contrainte. Des contraintes de logements sociaux, il y a une très très grande méfiance pour disons, les propriétaires, et puis pour tous les mécanismes qui peuvent mener à des formes de gentrification de certains quartiers. Et donc une volonté, là le maire a tous les leviers, pour essayer de lutter contre ça et créer à marche forcée de la mixité.
À Bordeaux, au début de son mandat, le maire avait pris une décision absurde et dangereuse sur laquelle il avait été obligé de revenir, éteindre certaines rues de la ville la nuit pour faire des économies d'énergie. Dans certains quartiers, on éteignait les lumières à partir de minuit. Mais non, la sécurité, elle doit privilégier la consommation. La sécurité, c'est le plus important. C'est ce que je vous dis, quand on tombe dans l'extrême, eh bien, au lieu d'avoir de bons résultats, on a de mauvais résultats. Pour illustrer le désintérêt total des écologistes pour la sécurité, nous sommes allés à la rencontre de Greg et David, 2 policiers municipaux qui ne peuvent pas protéger efficacement les Bordelais, faute de moyens. Il est clair que pour une ville de la taille de Bordeaux, il faudrait plus de policiers municipaux, plus de caméras, et investir peut-être un peu plus dans du matériel. On n'a plus beaucoup de budget pour les uniformes, on a pas mal de collègues qui sont obligés de s'équiper avec leurs propres moyens parce que y a plus d'argent pour acheter de l'uniforme. Enfin, c'est vrai que c'est un peu compliqué. On a des véhicules, un parc automobile qui est vieillissant, qui commence à se dégrader visuellement. Et en effet, les policiers municipaux de Bordeaux roulent avec des véhicules utilitaires qui ont plus de 10 ans et qui sont pour certains dans des états déplorables. C'est des véhicules d'un autre temps, ça. Là, vous avez la première génération Dacia Duster. Là, il y a un véhicule qu'il ne faut pas ouvrir. Pourquoi, on se demande. Voilà, enfin... L'année dernière, on était avec un interpellé dans le véhicule, donc on se rendait au commissariat relativement vite. Et on a perdu une portière arrière du véhicule. Ouais. Un véhicule Kangoo, la portière latérale arrière qui s'est décrochée. En roulant. Et jusqu'il n'y a pas très longtemps, les agents n'étaient pas équipés d'armes létales, ce qui les mettait clairement en danger. Pas oublier qu'on a eu un attentat sur les quais de Bordeaux il y a quand même pas très longtemps où nous sommes intervenus en primo-intervenant. On aurait pu se retrouver face à l'assaillant et en étant complètement désarmé, ça devenait compliqué. Ce n'est que sous la pression que Pierre Urmic a décidé d'enfin équiper une partie de sa police municipale d'armes létales. On a pris cette décision parce que il voit bien que la sécurité est grandissante, donc voilà. Puis nous avions fait aussi un mouvement de grève. Peut-être qu'il en a pris conscience suite à ça. Mais selon Greg, ça n'est toujours pas suffisant. Il faudrait que l'ensemble de la police municipale soit équipée d'armement létal. Et puis pour intervenir sur certaines zones, un LBD ou flashball serait aussi pas mal parce que vous ne pouvez pas intervenir sur certains quartiers quand vous faites tirer dessus avec des mortiers. Il faut de la volonté politique. Je vais donner un exemple, la mairie de Béziers qui a créé récemment une brigade anti-stupéfiants de la police municipale. Donc leur but c'est de harceler les points de deal. Ça gêne vraiment les dealers sur place qui sont pêchés dans leurs transactions. Donc effectivement, alors il faudra voir avec le temps est-ce que c'est vraiment fonctionnel, mais ça peut être une piste de réflexion. Entre insécurité, marasme économique, gaspillage d'argent public et mesures idéologiques, dans toutes les cités gérées par les écologistes, la désillusion semble être très forte. Et à quelques jours des élections municipales, ce bilan désastreux pourrait peser très lourd dans la balance. Face à la vague verte qu'on a connue en 2020, là on va voir plutôt une déception de la part des électeurs. On le voit dans les enquêtes d'opinion, on voit les premiers sondages d'intention de vote. Les intentions de vote pour les Verts ne sont pas très bonnes. Et pour prendre un cas très précis à Strasbourg, on voit que c'est le retour de l'ancienne maire socialiste qui arrive en tête pour le moment dans les intentions de vote, alors que la maire sortante écologiste s'est un peu effondrée. Je vois ça plutôt comme une forme de déception de ce qui s'est passé depuis 2020, jusqu'à, je pense, ce que les écologistes perdent certaines villes même. On peut penser à Lyon, on peut passer à Strasbourg aussi, Bordeaux peut-être. Voilà, c'est quand même un gros échec. Un gros échec qu'une bonne partie des Lyonnais ont hâte de célébrer, à l'image de ces jeunes militants anti-écologistes qui font tout ce qu'ils peuvent pour que dans quelques jours, la défaite de Grégory Doucet devienne une réalité. On aime notre ville, on a envie de vivre dans notre ville plus tard. Et en fait, c'est vrai que là, depuis 6 ans, tout ce qui est fait en termes de politique publique, il n'y a rien qui nous donne envie, que ce soit sur l'insécurité, sur l'écologie, sur l'urbanisme. Il n'y a juste rien qui va dans ce mandat.